Alors, je deviens commissaire de police en 1992 et j'ai une dominante de police judiciaire à Paris, au Quai des Orfèvres à l'époque. Et donc, j'ai fait presque 7 ans à la brigade des stupéfiants, 3 ans et demi à la brigade criminelle et quasiment autant à l'antiterrorisme, que ce soit à la section antiterroriste ou à l'unité de coordination antiterroriste par la suite, pour devenir patron du RAID en 2007. À la spécificité du RAID, c'est indéniablement son engagement, sa détermination, sa motivation, et puis le fait que c'est une unité assez atypique de la police nationale. J'ai tendance à dire qu'elle tient plus par ses méthodes et de sélection et de réalisation des forces spéciales que de la police nationale. Donc il ne faut jamais oublier ça, d'où l'importance de ne recruter que des policiers qui ont déjà une certaine ancienneté dans l'univers police nationale. Donc quand j'arrive, je trouve une unité qui est bien sûr extrêmement performante, très engagée, mais encore très tournée sur la lutte contre l'autonomisme ou l'indépendantisme. Et à ce moment-là, on a encore très peu d'engagement sur l'islam radical. Donc mon ambition, c'est immanquablement d'essayer de recentrer l'activité du service sur les moyens et les façons d'avoir un engagement demain sur de l'hyperterrorisme, ce qu'on voit notamment autour des actions qui se déroulent à l'international et qui se rapprochent. Et donc, en lien et avec la confiance du directeur général de la police nationale, j'obtiens le fait de me désengager de toutes les bases que nous avions auparavant, tant en Corse qu'au Pays Basque, et de me libérer pour pouvoir favoriser des entraînements, aussi la sélection des personnels, et travailler à des méthodes d'action, de progression qui sont un petit peu différentes au regard des attentats qui ont été commis par les tenants de l'islam radical. La deuxième ambition, c'est de se dire qu'on n'est pas assez nombreux. Bombay en 2008, qu'est-ce que c'est? Ce sont des commandos pakistanais qui interviennent sur des hôtels internationaux, mais avant de choisir leur cible, ils vont commettre une situation de chaos au sein de la ville. Ils vont attaquer des cafés, ils vont attaquer des salles de spectacle, ils vont faire des actions dans la rue, ce qui fait que l'ensemble des forces de sécurité de la ville de Bombay vont être saturées avant même qu'ils choisissent leur cible finale, qui étaient les hôtels internationaux. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne. Ils rentrent très facilement dans les hôtels et ils prennent les otages. Bombay nous dit que si on ne se coordonne pas avec les forces de la gendarmerie sur demain une scène d'attentat multiple ou une scène d'attentat majeur, on sera insuffisamment armé pour pouvoir apporter une solution. Si on a affaire à de l'hyperterrorisme, ce qui est le cas de Bombay, eh bien, l'unité constituée du RAID sera insuffisante pour savoir répondre à une action terroriste qui est sur plusieurs sites à la fois, confère les attentats de Charlie Hebdo. Ça a été le fruit de la réflexion qui m'a conduit à proposer au directeur général la création de la force d'intervention de la police nationale. Elle concernait les GIPN, bien sûr, mais elle concernait aussi la BRI à Paris, et de dire qu'en cas d'action d'hyperterrorisme ou de scène d'attentats multiples, l'ensemble des unités devaient se coordonner pour pouvoir agir de façon intelligente et la plus efficace possible. Premier point. Deuxième point, on a une unité sœur qui se trouve à la gendarmerie nationale, le GIGN. Il convient de s'entraîner ensemble, de se coordonner et éventuellement de créer des états-majors communs. C'est ce qui va se produire en fait en 2015 à l'occasion des attentats de Charlie Hebdo. À l'heure, je pense encore aujourd'hui, plus que jamais, que c'est un outil indispensable à la République pour résoudre les situations de crise d'un pays comme la France, qui a des engagements internationaux, qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui est évidemment aujourd'hui encore une cible privilégiée par les tenants de tous les obscurantismes, et à commencer par l'islam radical. Et donc évidemment, un pays comme la France doit avoir une unité comme le RAID, et je pense qu'elle peut en être fière. Les hommes et les femmes qui la composent, quand ils franchissent les portes de ces services, eh bien, d'une certaine manière, donnent quelque chose de plus à la France, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'à l'ultime sacrifice. Et pourquoi faire? Eh bien, pour la sécurité de leurs concitoyens. Une opération, elle tient à rien. Et en fait, c'est souvent le hasard, mais le hasard qui est dû à de l'entraînement, de la compréhension,
de l'engagement qui fait qu'une affaire va être réussie ou ratée. Et là, on ne parle pas de ratages qui n'ont pas de conséquences, hein. On parle de vie humaine. Et en fait, ça se joue parfois à une microseconde. L'ensemble est une forme d'opéra qui doit se jouer de la façon la plus coordonnée possible, pour essayer de limiter au maximum la phase d'imprévisibilité auquel immanquablement on va être confronté. Mais pour essayer de limiter cette phase-là et de la contingenter à une phase d'adaptation qu'on pourra éventuellement réaliser, il faut que chacun puisse jouer sa partition en même temps. Le RAID, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de matériel, c'est énormément de candidats, peu de retenue, mais en réalité, c'est avant tout des policiers. Évidemment, ils sont tous physiquement au top, ils sont extrêmement entraînés, et en réalité, c'est le leur, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Évidemment, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui sont évidemment résistants, parce que le matériel que vous emportez avec vous, il est quand même extrêmement lourd, il est extrêmement pénible sur la durée. En fait, nous recherchons des personnes extrêmement stables, des personnes qui ont une humilité chevillée au corps et qui peuvent s'assurer du fait que, à chaque fois qu'on aura à commander des opérations, la force de l'ensemble de l'unité est toujours reliée au plus faible de ses maillons. Et ça, il faut qu'on l'ait en permanence à l'esprit. Nous sommes toujours face à des situations de crise dont vous avez une vision parcellaire des choses. Vous allez réaliser l'ensemble de la problématique une fois que vous aurez pénétré dans les lieux. Vous ne connaissez pas bien les lieux, on ne vous a pas bien décrit le nombre de preneurs d'otages ou de personnes qui vous attendent. La situation générale, vous en avez un cadre, mais est-ce que c'est celle-ci que vous allez découvrir? Vous ne savez pas. Et donc la réalité, c'était d'avoir des personnels que vous recrutez qui ont une capacité d'analyse au dernier moment sous une situation de stress absolu qui leur permettent d'avoir le bon réflexe adapté à la menace à laquelle ils vont être confrontés. À la fin du fin, les opérateurs que nous prenons, leur boulot, ça va être d'être en tête de colonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la personne, pendant plusieurs années, son boulot, avec le matériel de protection, ça va être d'attirer l'attention du preneur d'otage, du forcené, pour qu'il puisse lui tirer dessus. Quand vous dites ça à froid, assis devant un plateau télé, on vous prend pour un dingue. Et pourtant, c'est la réalité. Il ne peut le faire que parce qu'il a confiance en l'ensemble des opérateurs de l'équipe, puisque le RAID, c'est plusieurs spécialités et chacun protège l'autre. Mais vous voyez bien qu'au niveau du psychologique, on a besoin d'avoir affaire des hommes et des femmes qui sont extrêmement stables. J'arrive en 2001 à la section antiterroriste à la brigade criminelle. Et donc, je vois bien, juste après les attentats du 11 septembre, la nature de la menace auquel on a à faire face, l'ensemble des réseaux dormants que nous avons démantelés, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore inauguré, mais dont il est fort à parier qu'ils vont apparaître, c'est le homegrown terroriste, c'est-à-dire le ressortissant national qui, tout d'un coup, se lève les armes à la main et agit contre ses compatriotes. On voit bien qu'on a un phénomène d'ampleur nationale, avec des actions qui ont été commises à Montauban, des actions qui ont été commises à Toulouse, que tout le monde connaît bien aujourd'hui. Et on a même une campagne présidentielle qui est stoppée. Donc, comme d'habitude, le RAID apporte une réponse lors des crises nationales, et c'est pour ça que l'histoire du RAID épouse assez bien l'histoire des crises nationales de la France. Nous avons à faire face à un individu qui est français, qui s'est radicalisé seul dans sa chambre, déjà sur les sites Internet, pas encore les réseaux sociaux parce qu'on en est au début, mais par les sites Internet. Il fait quelques voyages, effectivement, dans les zones pakistanaises et afghanes, mais il n'est pas forcément détecté ou repéré. Et en tout cas, l'analyse qui en est faite ne révèle pas son danger potentiel. Et au final, il passe à l'action. Il s'attaque d'abord aux militaires, qui sont les représentants symboliques de l'autorité de l'État qu'il a sous la main, d'une certaine manière. L'attaque de l'école Ozara Torah, c'est difficile à entendre, et pourtant, ça reste une cible d'opportunité pour lui. En fait, le matin de l'attaque sur l'école, il revient d'un repérage chez un militaire qu'il a loupé, parce que le militaire est déjà parti de son domicile. Et en rentrant chez lui, la rage au ventre, il passe dans la rue de l'école. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise deux choses, que c'est une école juive et que c'est l'heure de la rentrée des classes. Et donc, sans aucune préparation, sans aucune alerte préalable, il passe à l'action. Et là, on voit bien la nature du défi qui est posé aux forces de sécurité. C'est-à-dire que là où nous avions un petit peu de temps auparavant dans les méthodes d'action, il laisse des traces,
ils font des repérages, ils ont des contacts, ils cherchent des armes, ils cherchent des explosifs. À chaque fois, chacun de ces points sont des interstices qui nous permettent d'avoir la chance de pouvoir les détecter et les neutraliser avant. Et là, on voit bien que dans la cible d'opportunité qu'il choisit au dernier moment, dans les actions qu'il mène, qu'il s'auto-détermine lui seul, et le fait qu'il est français et qu'il est déjà sur notre territoire, c'est effectivement l'annonce de ce qu'on va connaître des années noires de 2015 et la suite. Effectivement, on sait bien contre qui on lutte, et au moment où on va monter à l'assaut, on sait qu'on a une chance infime de l'avoir vivant. Celui qui veut mourir a une chance infime de l'avoir vivant. Sauf par surprise, ce qu'on a tenté, mais dont vous connaissez le résultat. On a un individu qui est logé, localisé, qui est cerné par mes équipes. Eh bien, beaucoup ont dit « Ah, mais pourquoi il a fait une négociation? Il avait qu'à rentrer et puis s'assurer de sa personne ou voir le neutraliser. » On oublie de dire que la négociation, ce n'est pas une discussion qui s'instaure avec le preneur d'otages ou avec le forcené. Ce n'est qu'un outil à la main du chef de l'opération, qui est le patron du raid, pour pouvoir apporter un éclairage le plus précis possible pour qu'au moment où il va monter avec l'ensemble de ses collaborateurs l'assaut ou l'intervention, il puisse le faire dans la plus grande sécurité qui soit, pour ses opérateurs, bien sûr, et pour l'ensemble des policiers qui sont impliqués dans cette opération. Donc, en réalité, bien sûr, la négociation avec quelqu'un qui a décidé de mourir, on sait bien qu'elle est vouée à l'échec. Pour autant, c'est une chance et une période qu'on se donne pour éclairer du mieux que nous puissions faire l'opération d'intervention qui va se produire juste après. Vous avez complètement la main sur la façon dont vous allez intervenir et le moment que vous allez choisir. On va déterminer un mode d'action avec les commandos opérationnels et on va choisir de profiter de la nuit pour le fatiguer et essayer d'intervenir le matin dans une zone qu'on a bien repérée comme étant une zone de combat. On ne sait pas si c'est piégé. Comment je le ressens, moi? En fait, c'est une opération pour moi qui est une opération comme une autre. Et c'est comme ça que je voulais le traiter. Je voulais essayer que chacun puisse être en maîtrise absolue et de la façon la plus sereine qui soit. Jusqu'à l'ultime moment où j'ai donné le top intervention, chacun a eu le temps de se préparer, a eu le temps de bien identifier qui allait faire quoi. Et alors le rôle du patron du raid, qu'est-ce que c'est? C'est de coordonner l'ensemble des moyens d'action que vous avez à votre disposition. C'est le seul, d'une certaine manière, avec ses adjoints et le commandant opérationnel, à avoir le retour de l'ensemble des informations qui vont permettre de pouvoir monter une opération, encore une fois, j'y tiens, la plus sécurisée possible pour l'ensemble de mes opérateurs. Parce que face à un individu qui veut mourir, et on s'en doutait un petit peu, eh bien nous, l'idée, c'est quand même que tout le monde puisse rentrer chez soi le soir. J'ai eu beaucoup de blessés sur cette opération parce que j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime possibilité de m'assurer de la personne de Mohamed Merah vivante. Avec le recul aujourd'hui, je ne le ferai plus. La gestion de forcené, c'est un peu comme pour Mohamed Merah. Hein. C'est finalement là où vous prenez le plus de risques. C'est une personne qui est retranchée, donc qui est localisée, et vous avez normalement le temps pour vous, le temps de l'épuisement, de la négociation, pour obtenir sa reddition dans les conditions que vous souhaitez. Et c'est pourtant le moment où, lorsque vos arguments n'ont pas pu le ramener à la raison, il va bien falloir y aller. C'est là où vous prenez le plus de risques pour vous, vos opérateurs. Ce que je disais quotidiennement à chacun de mes collaborateurs, quelle que soit la nature de l'opération qu'on a à mener, tout le monde doit rentrer chez soi le soir. Pas négociable. On sait bien que le contrat d'engagement que nous avons, c'est par nature une gestion de crise qui n'a pas trouvé d'autre issue que de faire venir une unité comme la nôtre. Ma plus grande fierté, c'est de ne pas avoir eu de mort. Et ça, quand vous êtes à la tête d'une unité comme le RAID, je pense que c'est une préoccupation de chaque minute. Et une des très très grandes fiertés que j'ai eues, c'est d'abord de maintenir cet esprit de camaraderie, cette fraternité d'armes. Les hommes et les femmes qui la composent, ils sont suffisamment prêts, ils sont suffisamment opérationnels, et puis de faire confiance aussi à mon successeur pour les mener sur des destinées qui soient sécurisées pour eux et de continuer à remplir le contrat d'engagement qui est celui du RAID, c'est-à-dire servir sans faillir. En réalité, un des enseignements que j'ai appris aussi, mais il fallait que je parte du RAID pour m'en rendre compte, c'est qu'en fait, d'abord, vous ne quittez jamais réellement cette unité. Comme toutes les unités de force spéciale où vous vivez des moments tellement forts,
qu'en fait, vous y mettez quelque chose de vous-même. Je le sais parce que je continue évidemment à avoir des relations extrêmement fortes, extrêmement fréquentes avec l'ensemble des opérateurs du RAID. Et malgré le renouvellement des effectifs, eh bien, vous pouvez voir que l'état d'esprit est exactement le même. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir et qui rassure. Alors à toutes et à tous, et puis surtout à l'unité, un très bel anniversaire.